t'écoute. Merci. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'ordinateur ? Bonjour à tous. Donc, je vais terminer cette première matinée de cette séance DPC en vous parlant un petit peu de grossesse et d'odontologie. Évidemment, c'est une situation quotidienne qu'on rencontre au cabinet dentaire. Et la première chose que je voulais aborder avec vous, c'est finalement quelles sont les modifications physiologiques principales qui vont nous intéresser et qui vont venir expliquer la plupart finalement des modifications bucco-dentaires qu'on peut retrouver chez la femme enceinte. Donc ces modifications, comme vous le savez, sont principalement liées à l'augmentation des taux d'œstrogène et de progestérone tout au long de la grossesse. Et ces deux hormones sont bien sûr nécessaires au début et au maintien de la grossesse jusqu'à l'accouchement. À côté de ça, ces hormones sont également nécessaires à la mise en place, à la préparation de la lactation. Et puis, elles vont permettre d'augmenter de façon générale le métabolisme basal afin de faciliter la croissance du fœtus. En parallèle, donc bien sûr, ces hormones vont avoir des effets au niveau du système immunitaire et également un certain nombre d'effets vasculaires qui vont venir expliquer certaines modifications, notamment buccales chez la femme enceinte. Donc au niveau de la flore buccale, justement, ces modifications sont multiples. Tout d'abord, on sait que les flores supra et la flore sous-gingivale sont modifiées, avec de façon générale une augmentation du nombre de bâtonnets à Gram négatifs, donc qui vont, comme vous le savez, venir expliquer un certain nombre de pathologies parodontales notamment. De façon générale, on retrouve plus de pathogènes parodontaux et cariogènes chez la femme enceinte, chez la femme lorsqu'elle est enceinte. Et puis, on a un effet direct de ces stéroïdes sur la prolifération des effets bactériens. On a également une altération des défenses immunitaires. Donc là, on a un cocktail parfait pour voir se développer un certain nombre de pathologies au niveau de la cavité buccale, notamment au niveau dentaire et au niveau parodontal. À côté de ça, on a également des modifications au niveau de la salive. On peut retrouver plus d'estrogène dans la salive, mais c'est principalement la diminution du pH et du pouvoir tampon qui vont venir expliquer, là aussi, l'augmentation d'un certain nombre de pathologies carieuses notamment. Dans certains cas, on peut observer une diminution du flux salivaire, mais ceci est inconstant. Alors, quand on parle de dents et grossesse, dans l'imaginaire collectif, il y a un certain nombre de dictons, comme le fameux dicton « un enfant, une dent ». Dès qu'on a un enfant, on perd une dent. Donc, c'est bien sûr une période à risque pour la santé bucco-dentaire. Aujourd'hui, c'est bien établi. J'espère que c'est le message que vous retiendrez en ressortant d'ici. Vous verrez, je vous présenterai à la fin de cette présentation un certain nombre d'éléments liés à un bilan bucco-dentaire qui est spécifique à la femme enceinte aujourd'hui, qui est pris en charge par la CPAM. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une spécificité de la prise en charge bucco-dentaire chez la femme enceinte ? Et donc, je pense qu'au vu des réponses du DPC que vous nous avez faites préalablement, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que finalement, il n'y a pas vraiment de spécificité au niveau de cette prise en charge, mais on va quand même reprendre un petit peu tout ça en détail. Et puis une deuxième question qui est peut-être moins souvent abordée, c'est quels sont les liens entre un mauvais état bucco-dentaire de la mère et des complications de la grossesse. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en évidence.
et qui va venir expliquer, c'est ce qui explique finalement la prise en charge de ce fameux bilan bucco-dentaire de la femme enceinte. Et puis même au-delà de ce lien entre le mauvais état bucco-dentaire et les complications de la grossesse, on sait aujourd'hui que le mauvais état bucco-dentaire de la mère va prédisposer son enfant à avoir également des complications dentaires précoces, notamment la fameuse carie précoce de l'enfant. Donc, au début de la grossesse, bien sûr, on a, vous, mesdames, avez fréquemment des vomissements qui peuvent être plus ou moins sévères et qui peuvent évidemment entraîner des érosions plus ou moins sévères liées à ces attaques acides. Alors, il y a même eu des différentes classifications de ces vomissements selon leur sévérité. Donc, on parle de simplement morning sickness. Donc là, on a des nausées matinales qui vont passer assez rapidement au cours de la journée, mais on a également des états plus sévères, comme c'est noté ici sur la droite, où là, c'est des nausées qui vont être permanentes et qui peuvent durer même au-delà du premier trimestre de la grossesse. Et donc ces vomissements fréquents et répétés vont entraîner, ça on le sait, on sait très bien aujourd'hui, vont entraîner des lésions spécifiques au niveau dentaire, notamment sur sur des zones qui ne sont pas habituellement concernées par la carie, notamment sur les faces palatines du bloc incisivo-canin maxillaire. Alors, quand on parle de carie de grossesse, on sait donc qu'on a un certain nombre d'éléments qui vont tous aller dans le même sens pour augmenter ce risque carieux. Donc, tout d'abord, une modification du pH salivaire qui va être diminuée. Ces fameux reflux gastro-œsophagiens et vomissements dont je viens de parler. On observe aussi que c'est une période qui n'est pas forcément la plus propice à accéder aux soins dentaires parce qu'on a autre chose en tête. Il y a des grignotages qui peuvent être plus fréquents également. Et donc, tout ça va faire que les caries vont apparaître plus fréquemment. On a des lésions qui peuvent être préexistantes, bien sûr, et tout ça va aller vers une altération de la qualité de la vie. Si on regarde un petit peu la littérature, j'ai repris un certain nombre d'études au travers du monde, du Brésil à la France, en passant par le Pakistan et l'Inde, et toutes vont dans le sens finalement d'un grand nombre d'un pourcentage très élevé de ces patientes qui ont des caries. Donc le pourcentage correspond au nombre de personnes qui présentaient au moins une carie. Donc vous voyez que dans toutes les études, on a quasiment au moins la moitié des patientes qui présentent une carie au cours de leur grossesse. Donc si on prend un petit peu plus en détail une étude française qui a été menée en 2012, donc dans cette étude, ils avaient consulté, fait des bilans dentaires aux femmes quelques jours, 2 à 4 jours après leur accouchement, donc ils venaient directement dans la maternité. Ils ont fait des bilans chez plus de 1000 patientes. Ils ont montré que là aussi, donc dans 51% des cas, on avait au moins une carie. Et en moyenne, on avait même plutôt 3 caries chez ces patientes qui présentaient des caries. Cette altération carieuse était associée au jeune âge, bien sûr à une présence importante de plaques, ce qui n'est pas très étonnant, et à un niveau socio-éducatif peu élevé. Une autre étude, là aussi qui est très intéressante à mon sens. Alors c'est une étude qui est transversale, c'est-à-dire qu'ils ont pris à un moment donné un certain nombre de patientes qui étaient pour certaines dans leur premier trimestre de grossesse, pour d'autres dans leur second et pour d'autres dans la troisième trimestre de grossesse. Et les chiffres que vous voyez ici soulignés en jaune, donc sur la partie gauche correspond à des patientes qui n'ont pas de caries. Des MFT, ça correspond au fameux CAO français. Donc on voit que dans le premier trimestre de grossesse, il y avait à peu près 22% des patientes qui n'avaient pas de caries. Et en revanche, celles qui étaient au troisième trimestre, on n'avait plus que 4% de patientes qui n'avaient plus de caries. Et quand on prenait la partie la plus à droite du tableau ici, on voit qu'au premier trimestre de grossesse, il y avait environ 77% donc des patientes qui avaient au moins une carie. Et puis en fin de grossesse, on avait 95% des patients qui avaient une carie. Alors bien sûr, cette étude présente des limites puisque c'est une étude à un moment donné, on ne suit pas les mêmes patientes au cours de leur grossesse. Néanmoins, ça donne quand même une idée, ça vient renforcer l'idée qu'au cours de la grossesse, cet indice carieux a tendance à augmenter. Donc on parle souvent également de contamination verticale.
puisque, comme vous le savez, la carie dentaire est liée à des bactéries. C'est donc une maladie infectieuse qui est transmissible. Et aujourd'hui, c'est bien démontré que cette maladie carieuse, elle peut se transmettre entre individus, et notamment entre la mère et son enfant. Et ça a été bien montré, notamment il y a plusieurs études qui ont montré que lorsqu'on typait spécifiquement les streptocoques mutans de la mère et de son enfant, mais on pouvait retrouver de grandes similarités au niveau du génomique de cet ADN. Donc ça permettait vraiment d'avoir la preuve que les streptocoques mutans de l'enfant venaient de la mère, ce qui est assez évident. Mais bien, ce qui découle de ça, c'est que si la mère a beaucoup de streptomutans au départ, elle va plus rapidement les transmettre à son enfant. Si par-dessus on a une alimentation qui n'est pas adaptée, un manque d'hygiène, cet enfant va plus rapidement développer ces caries. Donc ce qu'on sait aujourd'hui, et ça aussi ça a été montré, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, c'est que le contrôle des caries chez la mère permet vraiment de limiter cette contamination et donc permet de limiter, voire de supprimer complètement l'apparition de caries précoces chez son enfant. Donc on a encore une fois une forte association entre la quantité de streptocoques mutants chez la mère et la présence de caries précoces chez l'enfant. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces études, mais ça c'est aujourd'hui extrêmement bien détaillé. Donc on va sortir un petit peu des caries maintenant pour parler. Je voudrais vous parler un petit peu du parodonte. Donc au niveau parodontal, il y a trois aspects à considérer. Donc tout d'abord la gingivite gravidique. Ensuite, l'angiogranulome de la grossesse, qu'on appelle aussi l'épulis. Et puis, le rapport entre une atteinte parodontale et puis deux éléments, l'atteinte parodontale à la mère, et puis deux éléments qui sont l'accouchement prématuré, le petit poids de naissance de l'enfant. Donc, finalement, concernant la gingivite gravidique et l'angiogranulome de la grossesse, ce n'est pas vraiment des lésions spécifiques, comme on va le voir. C'est des choses qu'on peut retrouver tout à fait en dehors de la grossesse. Néanmoins, on les retrouve plus fréquemment au cours de cette période de la vie. Donc, concernant la gingivite gravidique, donc, encore une fois, elle n'est vraiment pas spécifique. C'est quelque chose qui est directement lié à la plaque dentaire, au tartre, à des restaurations défectueuses et bien sûr à un manque d'hygiène. Donc si l'hygiène est parfaite, qu'il n'y a pas de tartre ni de plaque, à ce moment-là, la gingivite ne va pas s'installer chez la femme enceinte. En revanche, dès qu'on aura une accumulation de plaques, cette gingivite va se mettre en place beaucoup plus rapidement qu'en dehors d'une période de grossesse. Donc elle présente tous les signes du gingivite lié à la plaque, donc une hypertrophie gingivale, un érythème, des saignements qui peuvent être spontanés ou provoqués, et qui peuvent des fois conduire la mère, la femme enceinte à consulter du fait de ces saignements qui sont apparus au moment de la grossesse, et puis bien sûr des douleurs associées. Cette gingivite, elle est constante au moment de elle peut apparaître de façon constante au moment de la grossesse, entre 2e et 8e mois. A priori, ça a l'air de diminuer un petit peu sur la fin. Et puis, ça concerne plus fréquemment le bloc incisivo-canin maxillaire. On impute directement le rôle des œstrogènes, qui va entraîner une augmentation une vasodilatation de cette vascularisation gingivale et puis une augmentation générale du nombre de vaisseaux. À côté de ça, on a également une modification de la réponse immunitaire, une modification des tissus conjonctifs. Tout ça va aller dans le sens de l'apparition de cette gingivite gravidique. À côté de ça, on a un deuxième aspect qui concerne l'angiogranulome de la grossesse ou l'épulis. Donc on va parler d'épulis gravidarium, qui est relativement fréquent. On peut avoir jusqu'à 5% des cas où on voit apparaître ces épulis. Et puis, c'est souvent des lésions qui sont très fréquentes dans le secteur incisivo-canin, maxillaire ou mandibulaire. On peut avoir des déplacements dentaires associés, des alvéolyses, lorsque ces lésions sont relativement importantes. Il peut y avoir des saignements, des douleurs associées. Et au niveau de la prise en charge de ces lésions, tout va dépendre de la gêne occasionnée. Si ces lésions ne sont pas gênantes, on peut tout à fait les laisser en place, bien sûr en instaurant une hygiène, faire en sorte que ça n'entraîne pas de saignement trop important. Ou alors on peut bien sûr les éliminer soit avec la lame froide ou avec un laser. C'est des lésions qui vont bien sûr être amenées à récidiver au cours de la grossesse, donc ça peut se remettre en place plusieurs fois.
Et par contre, c'est des lésions qui vont régresser à la fin de la grossesse. Donc, comme vous le savez, ces épulises peuvent également apparaître en dehors de tout épisode de grossesse, chez l'homme comme chez la femme. Souvent, c'est des lésions qui sont un petit peu plus fibreuses que dans ce cas-là, où c'est vraiment des lésions extrêmement vascularisées, ce qui va expliquer que ça peut saigner plus facilement. Donc voici une autre illustration où là, on peut distinguer vraiment une alvéolyse relativement importante. Alors c'est un petit peu la question de l'œuf et la poule. Est-ce qu'il y avait une alvéolyse, donc une lésion, une zone difficilement avec un accès à l'hygiène difficile qui a fait qu'on a cette épulyse qui s'était mise en place, ou est-ce que c'est réellement l'épulyse qui a favorisé cette alvéolyse qu'on peut distinguer entre la prémolaire et la molaire. Voilà, donc au niveau de la prise en charge, une exérèse, vraiment dans les cas où c'est gênant, prévenir la patiente que c'est des lésions qui peuvent récidiver. Par contre, c'est des lésions qui vont très probablement régresser à la fin de la grossesse. Ce qu'on conseille également, c'est d'éliminer les facteurs de risque locaux, qui sont principalement finalement du tartre et des facteurs irritatifs, et puis mettre en place une hygiène adaptée à ce niveau-là, notamment une hygiène interdentaire. Donc très rapidement au niveau histologique, voilà ce qu'on peut retrouver. Donc c'est des lésions extrêmement vascularisées avec un infiltrat inflammatoire non spécifique, avec éventuellement des ulcérations en surface, comme on peut le voir un petit peu sur cette copie histologique en bas à droite. Donc voilà finalement ce qu'on peut retrouver au niveau à la fois dentaire et au niveau parodontal. Donc vous voyez pas grand-chose de très spécifique. C'est des soins qu'on fait tous les jours chez tous nos patients au cabinet dentaire, et on va voir dans quelles conditions finalement on peut les faire chez la femme enceinte. Donc de façon plus générale, et en ressortant finalement en élargissant un peu le focus et en ressortant un petit peu des dents, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la parodontite la présence d'une parodontite chronique pendant la grossesse est directement associée avec, d'une part, un risque d'accouchement prématuré, un petit poids de naissance. Donc là, il y a également un certain nombre d'études qui ont bien montré ça. Ce qu'on sait également, c'est qu'il faut traiter ces parodontites lorsqu'elles sont diagnostiquées pendant la grossesse, puisque certains ont montré que le détartrage surfaçage pourrait réduire justement ce risque d'accouchement prématuré et de petits poids de naissance. Alors, il faut être bien clair, ce n'est pas le fait d'avoir une parodontite qui, à elle seule, va entraîner un petit poids de naissance ou un accouchement prématuré. Mais ça peut être un facteur parmi d'autres qui va entraîner, qui peut provoquer ces complications. Donc aujourd'hui, c'est vraiment recommandé de faire les soins lorsqu'ils sont nécessaires. Et donc je vais revenir, je vais peut-être insister plusieurs fois là-dessus, mais à la fois les soins carieux, les soins parodontaux lorsqu'ils sont nécessaires. Bien sûr, les soins d'urgence, on va en reparler après. Donc la pathogénie finalement de cette association entre complications de la grossesse et parodontite, on sait que finalement ces parodontites vont entraîner la sécrétion d'un certain nombre de cytokines pro-inflammatoires au niveau général chez la patiente, au niveau du sérum, et puis on peut retrouver ces médiateurs pro-inflammatoires dans le liquide amniotique. On a également pu démontrer qu'il y avait des toxines bactériennes qui pouvaient être présentes dans le liquide amniotique, et même certains ont montré des pathogènes parodontaux comme Porphyromonas gingivalis présents dans ce liquide amniotique chez des patientes qui avaient développé une parodontite bien sûr avant la grossesse et qui était présente pendant la grossesse. Donc venons-en maintenant à la prise en charge en odontologie de nos patientes pendant la grossesse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, comme pour tous nos patients, il faudra connaître l'anamnèse médicale, les traitements en cours. Il peut y avoir des pathologies en rapport qu'il faudra prendre en compte lors de nos soins. Bien sûr, on va considérer deux aspects, tout à fait en fonction du moment de la grossesse, premier, deuxième ou troisième trimestre, et puis en fonction des actes que nous aurons à réaliser, que ce soit des soins en urgence. Donc malheureusement, c'est souvent à ce moment-là qu'on est amené à voir nos patientes au moment de la grossesse. Nous on s'est dit, on va repousser de plus en plus les soins à réaliser, parce que peut-être dans l'imaginaire collectif, on pense encore que pendant la grossesse, il ne faut pas faire les soins, il vaut mieux attendre la fin pour s'en occuper. Donc on repousse, et malheureusement la pulpite arrive avant l'accouchement. Comment faire des anesthésies chez ces patientes ?
les radios, les matériaux d'obturation et principalement le problème de l'amalgame, et puis les prescriptions réalisées. Donc j'en viens maintenant à la première question DPC. Prenez-vous en charge dans votre cabinet dentaire les femmes enceintes, quel que soit le terme de leur grossesse? Donc là, je pense qu'il y avait quasiment 80% de la salle qui avait répondu oui. Donc effectivement, c'est la réponse à privilégier. Hein. Quel que soit le terme de la grossesse, que ce soit une grossesse incertaine à 1 mois, ou que ce soit une patiente qui arrive dans son 8e mois de grossesse, on peut tout à fait... et on doit prendre en charge ces patientes et on doit à la fois leur réaliser un examen complet, leur prodiguer un certain nombre de conseils que je vais détailler après, et puis réaliser les soins lorsque ceux-ci sont nécessaires. On peut réaliser quasiment tous les soins qui sont de notre quotidien. Donc le traitement d'urgence, on peut toujours le réaliser chez la femme enceinte. Hein. Ça aussi, je pense que ce qui découle du résultat de la question DPC précédente, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Je pense que ce traitement d'urgence, que ce soit le traitement d'une pulpite, que ce soit le traitement d'une infection par un geste local associé ou non ou à un traitement anti-infectieux, la prescription dentalgique également, tout ça, c'est des choses qu'on peut réaliser, qu'on doit réaliser chez nos patientes. On ne doit pas les laisser avec des douleurs ou avec des traitements à moitié réalisés. Hein. Donc, bien sûr, s'il y a des soins prothétiques, une réhabilitation complexe à mettre en œuvre, c'est des soins qui éventuellement peuvent être retardés jusqu'à la fin de la grossesse, mais tous les soins d'urgence douloureux et infectieux doivent être pris en charge sans attendre. Hein. Donc au niveau du premier trimestre, donc c'est la période de l'organogénèse, hein, au niveau de la grossesse. Donc les principaux éléments, c'est complications éventuelles de la grossesse, c'est principalement des nausées hein, qui peuvent rendre ces soins dentaires un petit peu difficiles. On va en général conseiller de reporter les soins qui ne sont pas urgents, hein, d'une part du fait de cet inconfort pour réaliser les soins, et d'autre part du fait de cette période un petit peu précaire de la grossesse où on ne veut pas du tout interférer avec la bonne mise en place du bébé. Mais on peut quand même on doit réaliser les soins urgents, notamment si on a des prescriptions antibiotiques à réaliser, on doit les réaliser à ce moment-là. Au second trimestre, on dit souvent que c'est la période idéale, si on a une, hein, pour réaliser des soins dentaires, puisque la patiente, la grossesse est bien installée, la patiente a moins de nausées, de vomissements, et puis il n'y a pas d'inconfort qui est lié au poids du bébé, ce qu'on peut retrouver notamment au 3e trimestre. Hein. Donc là, on peut tout à fait réaliser des soins également. C'est simplement que du fait de la position qu'on adopte souvent pour réaliser nos soins dentaires, en décubitus dorsal, eh bien, on a une compression par le poids du bébé de la veine cave inférieure, ce qui fait qu'on a un ralentissement du retour veineux et donc une hypotension de la mère qui peut, dans certains cas, ça a été décrit, conduire à une syncope. Alors c'est souvent associé à une situation extrêmement stressante, mais on va dans tous les cas, essayer de au moins modifier notre position de travail, hein, puisqu'aujourd'hui, la plupart des praticiens, je pense, travaillent avec les patients quasiment allongés. Et on va chercher plutôt à positionner notre patiente de façon semi-assise, éventuellement en mettant un petit peu à gauche, mais bon, dans tous les cas, je pense que la patiente se mettra d'elle-même un petit peu sur la gauche, puisque rapidement... instinctivement, elles sentent que c'est une position qui est plus confortable. Et on privilégiera bien sûr des séances plutôt courtes. Venons-en maintenant aux radiographies. Donc là aussi, alors je vais venir juste après sur la question DPC, mais bon, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le risque, de façon générale, l'exposition au rayonnement ionisant avec les radiographies intrabuccales, et on expose nos patients à des radiations extrêmement faibles. On est dans tous les cas à distance de la zone à risque, entre guillemets, c'est-à-dire que si on ne veut absolument pas irradier le fœtus, on devra utiliser un tablier de plomb pour réaliser ces radios, même si on sait que le risque est limité, c'est des précautions qui sont nécessaires. Juste pour mémoire, en fait, on considère que l'exposition maximale annuelle tolérable avec l'imagerie médicale est d'environ 0,5 gray,
Et on sait qu'une radiographie rétroalvéolaire, ça délivre une dose d'environ 10 puissance moins 7 Gray. Donc vous voyez que vous pouvez quand même faire un certain nombre de radios rétroalvéolaires chez notre patiente avant de l'exposer à des doses importantes. Dans tous les cas, c'est suffisant pour réaliser un traitement odontique, par exemple, où vous avez besoin de 2, 3, 4 radios pour réaliser le traitement complet. Il faut toujours bien sûr garder ce principe à l'ARA, de réaliser les radios à bon escient et avec les meilleures pratiques possibles, donc bien sûr avec des dispositifs de focalisation, d'angulateurs qui permettent de réaliser des radios exploitables et de ne pas avoir à les répéter plusieurs fois. Le maître mot pour la radio, mais également pour autre chose, c'est bien sûr rassurer la patiente, parce que c'est évidemment une question qui va venir tout de suite. Mais est-ce que vous pouvez me faire une radio, docteur? Est-ce que c'est pas dangereux? Il faut, dans tous les cas, utiliser ces tabliers, expliquer que les doses sont extrêmement faibles et que de faire cette radio, ça permettra de réaliser les soins dans de meilleures conditions. Donc, bien sûr, la question des PC, là aussi, je pense que tout le monde avait répondu quasiment positivement. Donc, réalisez-vous des radiographies dentaires chez la femme enceinte avec une protection adaptée si elles sont justifiées par une pathologie, un traitement? C'est aujourd'hui tout à fait oui, quel que soit le terme de la grossesse. Donc, venons-en maintenant à la grande question de l'amalgame dentaire. Que faire avec ces amalgames dentaires chez la femme enceinte? Donc, on sait bien sûr qu'on a une toxicité neurologique pour les fœtus. Ça a été montré, en fait, l'aspect tératogène, les propriétés tératogènes du mercure ont été montrées malheureusement suite à un accident industriel dans les années 60 qui a duré une quinzaine d'années au Japon. Une usine rejetait des bouts chargés en mercure dans une baie et tous les pêcheurs et toutes les personnes qui consommaient ce mercure ont développé un certain nombre de pathologies, notamment des atteintes neurologiques sévères chez les enfants. Et donc depuis, on sait que le mercure est clairement tératogène. Donc aujourd'hui, on sait que le risque, il existe principalement lors de la mise en place ou lors de la dépose des amalgames. Donc il est conseillé de façon générale d'utiliser une irrigation importante, un champ opératoire, une aspiration efficace pour éliminer les débris. Chez la femme enceinte, aujourd'hui, on considère que c'est des sacs qui sont contre-indiqués, sauf bien sûr urgence où il faut, vous avez une pulpite, une dent avec un amalgame volumineux qui est en pulpite. Donc là, bien sûr, il faudra retirer l'amalgame, donc bien sûr utiliser un champ opératoire, une digue, etc. Mais c'est pas du tout le moment pour aller remplacer ces amalgames par des onlets céramiques, par exemple. C'est typiquement un soin qui sera préférable de reporter après l'accouchement. Et donc là, il y avait donc ça, c'est tiré directement du rapport amalgame dentaire qui était délivré par l'AFSAPS il y a quelques années. La question peut se poser, et c'est une des conclusions du rapport, est-ce que c'est des soins, est-ce que c'est des traitements qu'il faut mettre en place chez des femmes en âge de procréer? Parce qu'on peut se dire, on met un amalgame et puis finalement la grossesse a peut-être débuté alors qu'elle n'était pas au courant. Est-ce qu'il faut éviter des périodes d'allaitement? Donc c'est probablement pendant l'allaitement également une autre période où il ne faut pas poser ces amalgames. Et chez les femmes en âge de progrès, là aussi, comme chez tous nos patients, on a aujourd'hui pour la plupart des indications d'utilisation de ce matériau, des alternatives qui sont aujourd'hui tout à fait efficaces. Donc on en revient à une autre question d'EPC. La troisième, évitez-vous d'utiliser l'amalgame pour réaliser des restaurations dentaires au cours de la grossesse et de l'allaitement? Donc c'est bien sûr oui. Ça, je pense que c'est une question qui ne fait pas tellement débat aujourd'hui. Concernant l'anesthésie maintenant et puis les prescriptions, alors sur l'anesthésie, je vais être alors il y a deux aspects sur l'anesthésie et les prescriptions. Au niveau du premier trimestre, on va redouter un risque tératogène, c'est-à-dire un risque, c'est la période où se fait l'organogénèse et certains médicaments peuvent modifier cette organogénèse et entraîner un certain nombre de malformations. Plus tard, au moment de la grossesse, c'est-à-dire au moment du second, troisième trimestre, là, c'est plutôt un risque de toxicité fœtale qui va être redouté. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains traitements, comme par exemple les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont contre-indiqués de façon générale au moment de la grossesse, mais plus particulièrement au moment du second, du troisième trimestre, parce qu'ils peuvent entraîner une toxicité fœtale. Enfin, ça a été aujourd'hui bien démontré. Donc, la question qu'il faut se poser, finalement, c'est est-ce qu'il y a un risque pour le fœtus? Donc,
Les molécules qu'on utilise aujourd'hui, bon, de façon générale, je pense, chez tous nos patients, c'est clairement de l'articaïne avec une concentration d'adrénaline autour d'un 200 millième, voire inférieur. Chez la femme enceinte, donc on va également préconiser ce type de molécules. Concernant des antalgiques, si on veut utiliser des paliers, on va utiliser plutôt du paracétamol, hein, donc bien sûr pas d'AINS. On peut également utiliser, on doit utiliser de la codéine lorsque les douleurs le justifient. On peut l'utiliser que ce soit au premier, deuxième trimestre. Au troisième trimestre, on va éviter également parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a une certaine toxicité fœtale à ce moment-là. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, quels qu'ils soient. Il est même recommandé de ne pas utiliser ces anti-inflammatoires non stéroïdiens sous forme de crème ou de pommade. Alors, on n'a pas tellement d'indications dans notre spécialité, mais c'est pour montrer à quel point ces INS sont vraiment contre-indiqués lors de la grossesse. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose à retenir, notamment en termes au niveau des prescriptions. Concernant les antibiotiques, on peut utiliser les antibiotiques qu'on utilise habituellement, donc les pénicillines et macrolides au premier trimestre. On ne va pas utiliser les tétracyclines pour les fameuses colorations dentaires qu'on peut observer avec ces molécules. On peut également utiliser des protoxydes d'azote lorsqu'on veut utiliser une sédation chez ces patientes, mais pas au premier trimestre, puisqu'il y a un effet tératogène qui est incertain, mais qui éventuellement peut exister. Donc par précaution, on n'utilisera pas au premier trimestre, mais on peut utiliser le protoxyde d'azote chez nos patientes. Donc, concernant la quatrième question d'EPC, donc utilisez-vous en première intention l'articaïne avec ou sans vasoconstricteur lors des anesthésies locales ou régionales au cours de la grossesse? La réponse est oui. Donc on doit utiliser cette molécule de préférence avec vasoconstricteur, puisque, comme vous le savez, l'anesthésie sera bien plus efficace. Donc si vous utilisez une anesthésie plus efficace, la patiente n'aura pas mal. Si la patiente n'a pas mal, elle ne sera pas stressée. Et donc vous réaliserez les soins dans de meilleures conditions. Et on sait aujourd'hui que, dans tous les cas, dans une situation stressante, la sécrétion endogène d'adrénaline pour réponse à ce stress est bien supérieure à ce que vous allez injecter à votre patiente avec la carpule d'anesthésie adrénalinée. Donc ma réponse, c'est, moi j'enlèverais même avec ou sans, je mettrais avec vasoconstricteur lors des anesthésies chez notre patiente. Alors, il y a plein d'éléments qui existent sur les traitements qu'on peut utiliser ou non chez la femme enceinte. Donc là, par exemple, une classification américaine qui détaillait en A, B, C ou D les types la possibilité ou non d'utiliser ces molécules. Donc A, donc c'est quelque chose qui a vraiment un niveau de preuve important, qui a montré qu'il n'y avait pas de complications attendues à l'utilisation de ces molécules pendant la grossesse, tandis qu'en D, là par contre c'est des molécules qu'il ne faut pas utiliser pendant la grossesse, et on retrouve donc nos molécules utilisées en dentisterie avec le paracétamol, l'amoxicilline, clindamycine, métronidazole, donc finalement ce qu'on est amené à utiliser le plus souvent au cours de nos soins, et avec les molécules avec lesquelles on peut couvrir le plus grand nombre d'indications de prescription qui sont toutes en classe B, donc on a quelque chose qui a montré qu'il n'y avait pas de preuve de risque chez l'homme. Voilà. En revanche, on retrouve nos anti-inflammatoires non stéroïdiens en bas, où là, par contre, on est en classe C et on va éviter absolument de les utiliser. Les bains de bouche également, on peut tout à fait utiliser des bains de bouche chez la femme enceinte. Donc, question d'EPC. Une patiente enceinte de 7 mois consulte en urgence pour une cellulite d'origine dentaire. Lui prescrivez-vous, en absence d'allergie, une antibiothérapie associant amoxicilline, métronidazole et un antalgique de type paracétamol? Alors sur cette question, les réponses étaient un petit peu partagées. Il y avait 57%, je crois, des personnes qui avaient répondu oui. Alors la réponse qu'on a retenue, c'était oui, mais effectivement, moi, je mets peut-être un petit bémol, c'est pour ça que je l'ai mis en italique, le oui, ou en première intention. Ce qui est recommandé aujourd'hui, comme l'a dit Fabien juste avant, c'est vraiment la monothérapie, donc uniquement de l'amoxicilline si la patiente n'est pas allergique. Alors on peut considérer que si cette cellulite est sévère, avec une altération de l'état général importante, hyperthermie, on pourrait d'emblée utiliser une biothérapie. Il ne faut pas perdre de vue également
qu'il faut associer, dès que c'est possible, à cette antibiothérapie un geste local. Hein. Donc si on a une cellulite collectée, il faut bien sûr aller drainer cette cellulite. Et si on a une dent infectée mobile, par exemple, qu'on peut facilement extraire, et si on réussit à faire correctement l'anesthésie, il faut associer l'extraction de la dent avec ce traitement antibiotique pour traiter la cellulite. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que les réponses étaient un petit peu partagées pour cette question DPC. Donc, quand vous vous posez une question sur le risque tératogène d'un médicament, en fait, il y a un site internet qui est fait pour ça, qui s'appelle le CRAT. C'est le Centre de référence sur les agents tératogènes. Donc là, vous pouvez rentrer n'importe quel dans les items. Là, vous pouvez rechercher n'importe quel type de médicament et avoir des données vraiment actuelles, précises sur ces traitements. Donc c'est quelque chose qui est utile, bien sûr, au quotidien pour les professionnels, mais même en dehors de ça, si vous ou votre entourage se pose des questions par rapport à la prise d'un médicament pendant sa grossesse. Hein. Donc je vous invite vraiment à consulter ce site, puisqu'il est vraiment tout le temps remis à jour. Il y a une veille qui est réalisée par les gens qui tiennent ce site. Donc après la grossesse, il va venir se poser la question de l'allaitement. Donc cet allaitement, on considère aujourd'hui que le fait pharmacologique direct pendant l'allaitement est peu probable, hein, puisqu'il faut que les traitements que vous allez donner par voie orale soient absorbés par la patiente et ensuite passent plusieurs barrières pour se retrouver dans son lait. Cependant, par précaution, on va demander à la patiente d'allaiter à distance de la prise de médicaments, hein, donc prendre les médicaments juste après la tétée, par exemple, pour avoir une durée d'absorption qui soit suffisante, une durée d'élimination suffisante pour ne pas avoir de passage dans le lait. Donc on préférera dans tous les cas les molécules dont je vous ai parlé juste avant. Là aussi, notre rôle, c'est principalement de rassurer la patiente et de bien lui expliquer que c'est nécessaire de prendre par exemple son traitement antibiotique pour traiter l'infection et que même s'il y en a un tout petit peu qui passe dans le lait, ce ne sera pas non plus néfaste pour le bébé, puisque c'est des molécules qu'on peut être amené également à donner aux enfants, hein, aux nourrissons. On peut être amené à donner des antalgiques et des antibiotiques dans certaines situations. Donc ce n'est pas non plus quelque chose de dramatique. J'en viens maintenant pour terminer l'examen bucco-dentaire femme enceinte, que je pense la plupart d'entre vous connaissent, hein, puisque c'est en place depuis 2 ans, depuis un an maintenant, janvier 2014. Donc ça a été instauré, cet examen de prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes. Donc toutes les femmes, lorsqu'elles ont fait leur déclaration de grossesse au 3e mois, elles reçoivent un dossier chez elles avec un certain nombre d'éléments que je vais redétailler ici, des informations sur l'intérêt de réaliser les soins dentaires puisque c'est une période à risque pour la santé bucco-dentaire, et puis l'intérêt par rapport à leur enfant. Donc l'examen, il est pris en charge à 100%, compté du 1er jour du 4e mois jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Hein, donc c'est un petit peu le même principe que pour les examens bucco-dentaires chez les enfants, puisque les soins consécutifs sont pris en charge à 100%, compté du 1er jour du 6e mois jusqu'au 12e jour après l'accouchement. Et puis voilà, donc les tarifications qui vont varier en fonction du nombre de clichés radiologiques que vous aurez besoin de réaliser pour compléter votre examen clinique. Donc le contenu de l'examen est bien détaillé. Le contenu d'examen doit faire bien sûr doit contenir un temps d'anamnèse, un examen bucco-dentaire et puis quelque chose qu'on ne fait pas tout le temps, qu'on devrait sûrement faire plus souvent auprès de nos patientes, une éducation sanitaire. Hein, donc pour la femme enceinte spécifiquement, la sensibiliser à la santé bucco-dentaire, lui expliquer bien sûr toutes les complications possibles qu'on a vues ensemble depuis tout à l'heure, un certain nombre d'éléments sur l'hygiène alimentaire, donc on va le revoir juste après, et puis aussi l'information sur l'étiologie, la prévention de la carie de la petite enfance, en lui expliquant vraiment que ces caries de petite enfance, elles peuvent être transmises à la fois par la mère et qu'elles sont souvent conditionnées par une alimentation, une hygiène inadéquate dans les premières années de la vie. Donc les conseils d'hygiène, c'est comme d'habitude, hein, de brossettes, des brosses à dents, du fil dentaire, éventuellement de la chlorhexidine dans le cas de gingivite gravidique.
Voilà, il n'y a pas tellement de spécificité là non plus, mais c'est encore une fois quelque chose sur lequel il faut insister. Il y a également un chapitre addiction, hein, c'est important, et c'est ce qui est demandé, ça fait partie de cet examen bucco-dentaire de la femme enceinte, la prévention des addictions chez nos patientes. Donc tout d'abord au niveau du tabac. Donc, je vous rappelle le conseil minimal, hein, le fameux conseil minimal qui peut faire arrêter 10% de vos patients peuvent arrêter de fumer simplement si vous leur posez 2 questions. Est-ce que vous fumez? Et deuxième question, si cette réponse est positive, est-ce que vous avez envisagé d'arrêter? Si vous posez ces questions à vos patients, on sait aujourd'hui que 10% des patients vont entamer une démarche de sevrage tabagique simplement avec ce conseil minimal. Hein. Donc après, bien sûr, il peut y avoir des démarches plus importantes. Donc c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Hein, pas de tabac pendant la grossesse. Et deuxième élément, donc bien sûr, pas d'alcool pendant la grossesse. Donc c'est des choses qui sont bien sûr rappelées par le médecin généraliste, mais qui peuvent également être rappelées par le dentiste. Donc puisque cet alcool pendant la grossesse peut entraîner un syndrome d'alcoolisation fœtale avec un retard mental et un faciès particulier. Donc ensuite, il y a les conseils alimentaires, hein, avec les 5 fruits et légumes par jour, la variété d'alimentation entre l'apport de protéines, de produits lactés, etc. Des supplémentations, donc la supplémentation, c'est plutôt le médecin généraliste ou le gynécologue qui va le prendre en charge, mais c'est des choses qu'il faut également rappeler. Donc pour terminer, je voulais vous présenter cette étude indienne, en fait, qui est très intéressante, qui présente, à mon avis, quelques limites au niveau éthique, mais malgré tout, je la trouve intéressante. Donc l'objectif, c'était d'évaluer l'impact d'un programme d'éducation de la santé bucco-dentaire chez les mères d'enfants de 6 à 18 mois. Donc là, c'est après l'accouchement. 480 mères et leurs enfants avaient été incluses. Et donc, ils avaient fait 3 groupes. Un groupe de motivation où ils avaient motivé les mères et leurs enfants, enfin surtout les mères, parce qu'à cet âge-là, c'est difficile de motiver les enfants, mais... à l'hygiène et à tout ce qui va dans le sens d'une bonne santé bucco-dentaire, un groupe où on avait fait vraiment le minimum du minimum, et 3e groupe où on n'avait rien fait. Hein. Et les résultats ont montré donc, le niveau des caries. Et bien, finalement, 8 mois après, on avait dans le premier groupe, vous voyez, les valeurs sont affichées, hein, 0,23 caries par patient, alors qu'on était à plus d'une carie par la suite. Donc, on a clairement un impact avec toutes ces mesures de prévention, donc il faut les réaliser, c'est le but de cet examen bucco-dentaire. Donc pour conclure, les pathologies dentaires sont plus fréquentes chez la femme enceinte, au niveau carieux, parodontal, et puis on a cette fameuse relation entre parodontite et accouchement prématuré, les petits points de naissance. On doit informer et réaliser de la prévention pour la mère et pour son enfant. Et enfin, bien sûr, on n'a pas de protocole spécifique puisque la grossesse n'est pas une maladie, hein, mais c'est simplement une période de la vie où il faut être un petit peu plus attentif et aider nos patientes à aller dans ce sens. Merci de votre attention. Merci, chers collègues, pour cette présentation qui est très intéressante et qui couvre beaucoup d'aspects de la prise en charge de la femme enceinte. L'auditoire qui nous a transmis plusieurs questions. Voilà, la première question concerne, et une deuxième après qui est liée, notamment la pose des implants. Est-ce que les traitements qui sont très complexes, très longs, pourquoi ils doivent être différés? Et par exemple, la pose d'implants. La réponse, ça me paraît un peu logique. Alors, quand je parlais de traitements complexes et longs, c'est par exemple une réhabilitation de la bouche complète, un bridge complet, ce genre de choses. Si on doit réaliser une couronne sur une dent ou poser un implant, pour moi, c'est pas un geste très compliqué. C'est quelque chose qu'on peut envisager de réaliser. Maintenant, dans tous les cas, souvent les patientes vont pas être forcément partantes pour le faire à ce moment-là, hein, puisque donc c'est souvent techniquement on pourrait le réaliser, médicalement on pourrait le réaliser. Maintenant, c'est souvent également la demande de la patiente en fait de reporter ses soins, et c'est jamais urgent de poser un implant dentaire, c'est jamais urgent de réaliser un grand bridge sur la moitié de la bouche. Voilà. Donc c'est ce que je voulais. Donc ces traitements ne sont pas contre-indiqués, mais vous savez tous qu'une grossesse peut mal évoluer, peut mal se terminer, que peut-être la patiente qui est disponible aujourd'hui, elle se sent bien, demain peut-être qu'elle est en arrêt, allongée au lit, dans l'impossibilité de venir au rendez-vous. Donc tant qu'à faire, il faut retarder les traitements très complexes. Voilà.
Ensuite, une autre question. Est-ce qu'on peut poser un IRM un pansement provisoire pendant la grossesse? Oui, je pense qu'on peut tout à Pourquoi fait poser pas? un IRM. La à ça, question, c'est peut-être par rapport à l'eugénol. J'ai pas du tout la notion que ce soit quelque chose il y a une prise rapide toxique, en général. À quelques moments que ce soit. Maintenant, autant réaliser le soin complet si c'est possible. Hein. Je pense qu'on peut tout à fait réaliser un traitement odontique, une restauration sur cette dent, plutôt que rester sur un traitement provisoire. Hein. Oui. Voilà. Ensuite, il y a une question concernant l'utilisation du tablier de plomb. Est-ce qu'il a un effet ricochet? Voilà. Est-ce que son utilisation... Alors, ricochet, non, il n'aura pas d'effet ricochet, puisque les rayonnements vont être directement arrêtés. Alors après, je ne suis pas assez fort en biophysique là pour vous répondre de façon précise, mais dans tous les cas, même si un ricochet, ça atterrira pas sur la femme, ça atterrira peut-être sur le praticien, mais à ce moment-là, il faut pas que dans tous les cas, on n'est pas censé rester à proximité lorsqu'on réalise une radio, et si on se tient à la distance habituelle, 1,50 m à 2 mètres, lorsqu'on fait cette radio, on doit pouvoir tout à fait passer, les rayons vont passer à distance de tout l'environnement, voilà. Oui, c'est vrai que ça a été décrit dans la littérature, mais d'autre part, la dose qu'on utilise pour les examens radiologiques intrabuccaux et extrabuccaux est tellement faible par rapport à d'autres examens comme le scanner, le cone-beam, que le risque n'est pas énorme. Et en plus, on utilise d'habitude un faisceau, le faisceau est conique, donc en fait, il y a très peu de rayonnement qui arrive en dessous du cou. Donc, je pense que le risque, même s'il y a un effet ricochet, il est très faible. Voilà, donc merci Oui, mon collègue qui veut compléter. Oui, ça arrive aussi qu'on fasse des radiographies du bassin pour mesurer, et il y a une dose plus importante qu'un OTP par exemple, des pelvimétries pour calculer le diamètre du foramen, voilà, pour relativiser. Donc il y a beaucoup d'autres questions, on va répondre par écrit à tous ceux qui ont posé les questions. Merci beaucoup pour votre attention et on vous attend cet après-midi à partir de 14h dans le même amphithéâtre pour la suite. Merci. Au revoir.